Fait que la première question qu'on avait, c'était à quoi sert l'inspection? Donc l'inspection, c'est l'inspection en bâtiment, bien sûr. Fait que l'inspection, que ça soit du côté du vendeur ou de l'acheteur, parce que c'est pas forcément toujours du côté de l'acheteur, un J'adore que tu vendeur, commences avec cette ouais, précision-là. parce que moi je veux vraiment que le vendeur fasse ça. Ah, c'est ça. Un vendeur peut choisir de faire une inspection pré-vente, justement pour que n'importe quel acheteur potentiel soit au courant de choses, d'éléments qui pourraient impacter le prix ou l'utilisation de la bâtisse. Donc, on l'a tout le temps si on fait les démarches comme il faut du côté vendeur et du côté acheteur. Donc, c'est une fois que vous avez une promesse d'achat qui est acceptée sur la propriété, par exemple, si vous êtes du côté acheteur, vous avez un délai pour vous rendre avec un inspecteur en bâtiment qui est agréé sur la propriété, puis il va faire une inspection qui est vraiment générale. Il ne va pas pouvoir aller dans des coins, mettons, je sais Trop pas moi, spécifique, genre. trop spécifique. C'est vraiment tout ce qu'il Ouais. peut atteindre. Donc, ça va être la façade, le toit, les fenêtres, les portes. Il va vérifier les fissures, l'isolation, s'il y a de l'humidité, s'il y a des potentiels risques ou non de pyrites, vermiculite, voilà, des choses qui pourraient arriver sur une propriété. Puis, il va vous faire un rapport. Donc, le rapport, ça peut être très long. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà eu des rapports de 80 pages. Là. Ouais, il y en a qui Qu'il sont faut plus lire. exhaustifs que d'autres. C'est sûr qu'il y a Ouais, beaucoup Dépend de des choses à propriétés. dire. Ouais, exact, voilà. ouais, c'est Les ça. C'est sûr condos, que ça souvent, dépend. c'est rapide, là, tu sais. Exact, exact. Mais si on s'en va sur un, je vois que Célia nous rejoint, on a fait l'inspection sur son duplex, puis ça a duré Allô, quand même Célia. 2 heures, un bon 2 heures, 2 heures et demie, je pense. C'était plus Mhm. long, là. Mais donc c'est ça. Une fois que vous avez ce rapport d'inspection en main, vous pouvez, selon ce qui va énumérer comme chose ou comme problème existant, vous pouvez vous en servir par exemple pour renégocier votre prix d'achat que vous avez proposé au vendeur parce que, mettons, si finalement il y a des gros problèmes sur la toiture, ben, qu'on se retrouve avec un bill de 10 000 qui s'en vient, ben, on peut quand même essayer de renégocier avec le vendeur. L'inspection, c'est vraiment pour avoir une idée générale de l'état de la bâtisse au moment où on la vend ou on l'achète. C'est tout. Quel est le pourcentage qu'un courtier inscripteur exige ces temps-ci? Bon, un courtier inscrit en Grosse question. moyenne, en moyenne, je dirais, un courtier inscripteur en ce moment, ça varie entre 4 et 5 en moyenne. C'est soit 4 ou 5 Donc, il y en a, j'ai déjà entendu des gens qui font un 7 puis tout, mais vraiment, la moyenne, c'est 4-5 Mhm. Ouais, exact. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Bon, le courtier inscripteur, il met 4 ou 5 Dans la majorité des cas, si mettons c'est 5 ben, il va mettre soit 2 ou 2,5 qui est la moitié de la rétribution, qui va aller au courtier collaborateur, donc celui qui va emmener l'acheteur. Mhm. Ouais, il y a toujours il y a un partage de rétribution, c'est important, je pense, de le dire. C'est pas tout le monde qui le sait. Exact. Puis dans le cas où il n'y a pas de courtier qui amène l'acheteur, ben, l'inscripteur prend toute la rétribution, mais il y a le double du travail, en fait. Là. Fait que, au Exactement. final, Ouais, puis un petit détail aussi que j'ajouterais, c'est que la façon dont vous allez négocier avec votre courtier aussi, bah, c'est lui qui va négocier avec vous, là, surtout. Euh, mais selon le type de propriété que vous avez aussi, mettons, on peut en tant que courtier, je pense, dire à un vendeur que si la propriété nécessite une mise en marché qui est plus grosse, avec il y a plus de travail, parce que il y a telle ou telle chose qui peuvent affecter peut-être un la produit qui vente. serait unique ou qu'il n'y aurait pas trop Voilà, c'est d'acheteurs ça. On serait potentiels. tout à fait libre de dire qu'on veut plus s'inscrire à 5 ou à 6. Comme, si c'est justifié, chaque courtier fait ce qu'il veut, chaque courtier a son plan d'affaires. C'est sûr qu'on parle d'une Voilà. moyenne, mais il y a du cas par cas aussi selon les propriétés, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, faut vous dire aussi, souvent, les gens, ils se disent comment, tu sais, moi, je vais prendre le courtier qui me charge le moins cher. T'sais. Mais souvent, moins cher veut aussi dire moins de services. T'sais. Donc, c'est important de voir si vous êtes quelqu'un qui aime recevoir du service. Fort probablement que oui. Là, la majorité des gens aiment ça. Jusqu'à une certaine limite, là, on s'entend, mais trop bas, c'est pas toujours bon non plus. Puis Non. il y a d'autres facettes de ça aussi. Donc, on parlait de la rétribution au collaborateur, donc au courtier qui amène l'acheteur. Si on ne donne pas une rétribution
intéressante, bien, finalement, lui, pour amener son acheteur sur une autre propriété. C'est sûr que dans le marché actuel, c'est dur d'avoir ce discours-là puis que ça fasse du sens, là, mais dans un marché où est-ce que ce serait un marché d'acheteurs qui aurait beaucoup de propriétés à vendre, ben, vous avez tout intérêt à ce que la rétribution au courtier collaborateur soit alléchante. La rétribution, ça, si je peux juste faire un petit parallèle avec par rapport à ça, on peut le voir un peu comme, bon, c'est un petit parallèle, mais un peu comme le service qu'on reçoit si par exemple on prend un hôtel par exemple qui est 5 étoiles par rapport à un hôtel qui est 3 étoiles. Je veux dire, on parle de 2 étoiles de différence, mais au niveau du service qu'on reçoit, puis au niveau du prix, c'est deux prix complètement différents. Ou des fois, c'est deux prix différents, mais je veux dire, le service entre le 3 étoiles, les 3 étoiles et le 5 étoiles, c'est la jour et la nuit, là. Mhm. Donc, des fois, oui, il y a du monde qui veut payer moins cher, mais est-ce que vous voulez un service 3 étoiles ou vous voulez un service 5 étoiles? Pas Ouais. que nécessairement les gens qui vous offrent des rétributions moins chères ils vont nécessairement vous offrir un mauvais service. C'est pas ça qu'on dit. Mais L'inverse est aussi vrai. C'est pas parce qu'un courtier vous charge une rétribution plus élevée qu'il va nécessairement vous donner un meilleur service. Mais exactement. après, bon, il y a des petits devoirs à faire aussi, là, je veux dire, je pense que comme tout consommateur averti, là, c'est important de voir peut-être des témoignages, des reviews, de parler avec des gens qui ont fait affaire avec les courtiers avec qui vous avez envie de faire affaire pour vous assurer que mon certificat de localisation à 12 ans, rien n'a changé. Est-il encore bon? Ça, c'est une excellente question parce que ça a changé dernièrement. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est l'an passé ou l'autre d'avant, 2020 ou 2021? C'était l'été passé. L'été passé, Sophie, merci beaucoup. Parce qu'en fait, si on avait fait ce live-là l'hiver passé, pas l'hiver qui vient de passer, l'autre d'avant, on aurait dit que le certificat est encore bon. Pourquoi? Parce que il y a la limite, en fait, maintenant, c'est 10 ans. Donc, après 10 ans, obligatoirement, ou presque dans tous les cas, là, le notaire va demander un certificat de localisation qui représente l'état actuel de l'immeuble. Même si celui qui a plus de 10 ans le représente encore, bien, à ce jour, maintenant, on doit en avoir un nouveau. Donc, avant que cette fameuse nouvelle loi-là passe, on était correct. Mais maintenant, c'est ça. Après 10 ans, on change un nouveau. Puis, voilà. Je pense que aussi, selon les notaires, ça peut être comme parce que on voit des situations. Bonjour Marlène. On est en mai 2022, oui. Mettons, si tu arrives chez un notaire puis que le certificat de localisation, il date, je sais pas moi, de décembre 2011, pardon. Comme ça fait 10 ans et comme quelques mois, tu sais. Je dis pas que ça peut passer, mais selon le notaire, il pourrait dire, bon, regarde. Il y a des notaires qui vont être plus flexibles. Ouais, selon ça, la situation aussi. C'est ça, mais ouais. Un condo, on s'entend dans son ensemble, il y a des fortes chances que la structure du bâtiment puis que tout ce qui est sur le certificat de localisation, ce soit la même chose à vitam aeternam, là, presque. Surtout si tu as acheté ton condo neuf sur plan, en plus, t'imagines. Ouais, voilà, tu sais, donc, tandis que si vous avez une propriété, je sais pas, rurale, puis à chaque année, vous ajoutez un bâtiment secondaire parce que un pour les poules une année, l'autre pour les chevaux, l'autre pour ranger le foin, ou je sais pas, tu sais, je spécule, là, mais ça se peut que ça change, ça se peut que vous ayez à le changer à tous les 3 ans, tu sais, mais par contre, faites-vous en faire un nouveau seulement si c'est nécessaire. Ben oui, c'est si ça. N'allez pas faire un certificat de localisation à chaque fois que vous achetez un cabanon. Là, ça va commencer à être lourd. Là, ouais, c'est ça. C'est comme le propriétaire qui abuse là, par contre. Ouais, c'est ça. Le gars, il va être vraiment by the book. Ouais, chaque fois qu'il y a quelque chose, j'en fais faire un nouveau. Ah, tu prends pas de chance. Ah, c'est ça. Cool. Bon, Sophie, tu prends la prochaine? Oui. Est-ce que je peux mettre dehors un locataire si nous sommes 3 propriétaires? Donc, de ce que je comprends dans la question, c'est que tu veux acheter... C'est ça dépend. Salut, Paf. Ça dépend, éclairez-moi les garçons, mais si tu achètes, si c'est juste un condo, que tu as un locataire dedans, que vous êtes 3 propriétaires, ben, s'il y a un de vous 3 qui veut prendre le logement et qu'il y a des raisons qui sont valables et justifiées selon les règles de la régie du logement, n'importe lequel des 3 pourrait prendre le logement, ça c'est pas un problème. Mais mettons, si tu achètes un triplex, puis que tu as un logement disponible, que vous êtes 3 propriétaires, puis qu'il y a d'autres locataires en haut, ben, il y a juste un de vous 3 qui pourra prendre
un, le, le, Le l'appartement logement. Ouais, qui est libre, mais c'est pas parce que ton frère veut celui d'au-dessus, mais que c'est ton frère que tu peux prendre celui d'au-dessus. C'est comme, s'il y a un seul exact. logement disponible, il y a un seul propriétaire qui va pouvoir prendre le logement. Par contre, ce que tu peux essayer de faire à ce moment-là, c'est de dire, ben, il y en a un qui prend le logement, puis si tu as deux autres condos qui vont se libérer, que tu aimerais qu'ils se libèrent, si tes raisons sont justifiées, ben, tu peux demander à ton locataire, tu peux lui dire que tu ne renouvelleras pas le bail, pardon, à ce moment-là, puis là, Bonsoir l'autre personne Valérie. pourrait prendre la place. Anne Ouais, Florent. exact. On a des gens qui nous encouragent. Merci, les amis. Merci. Ouais, exact, Sophie, non. C'est exactement ça. Donc, ouais, une chose que je voulais parler par rapport à ça rapidement, qui pourrait peut-être être intéressante pour la personne qui a posé cette question-là. En fait, ce qui est bien, la façon que j'aime bien l'expliquer, c'est qu'il faut penser de façon horizontale ou verticale. Donc, vous pouvez reprendre un logement pour vous-même ou, là, si on parle de façon horizontale, pour un de vos parents ou un de vos enfants, mais pas de façon, non l'inverse, excusez-moi, j'ai mélangé vertical, horizontal. Donc, vous pouvez de façon verticale pour votre parent ou un de vos enfants reprendre le logement, mais de façon horizontale, non. Donc, horizontale serait quoi? Cousine, ce serait un oncle, une tante, mon Dieu, je Un déparle. neveu. Oui, exactement. Donc, et comme Sophie l'a mentionné, une seule reprise de logement possible. Ouais. Parce que À sinon, la on fois. déplace un problème. T'sais. On met quelqu'un dehors pour rentrer quelqu'un, alors que là, c'est quelqu'un qui a besoin de se loger aussi. Fait que c'est sûr qu'il y a des avantages quand tu es propriétaire, mais il ne faut pas tirer l'élastique Absolument. trop fort. Là. Mais si Surtout vous que en le avez. TAL, ils ont le fouet Ouais, rapide sur les proprios. Là. ouais, faut faire attention à ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé, mettons, par un triplex, puis que vous savez déjà que vous voulez récupérer encore un autre logement, rien ne vous empêche de discuter déjà avec le locataire actuel et puis de leur faire part de vos projets. Et puis comme vous pouvez Mhm. très possiblement vous entendre avec sans problème, là, c'est juste que c'est important de les prévenir à l'avance puis que ça soit fait. Exact. Que ce soit une bonne entente à ce moment-là. Là. Exact. Mhm. Ouais, Ouais. pour ça, il y avait un site Un qu'on peu de avait qui avait. rénoviction, Anne s'est dit. Ouais, ça, c'est un terme. Il y, a- il y N'en avait un parlons pas site, trop de celle-là, Anne. Est-ce que c'est vrai qu'il faut un contrat de courtage pour être représenté? Ça, c'est une bonne, c'est d'actualité. Bravo, la personne qui nous a posé très bonne cette question. question-là. Ouais. Je te laisse te Euh, mettre les pieds dans les plats, Kathleen. On s'entend à boire. Ouais, c'est ça, on s'en va. Bye! si vous voulez, ben bon, on peut être représenté en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Donc, dans les deux cas, moi, on suggère toujours que oui. Mais est-ce que c'est nécessaire pour un acheteur? La réponse, c'est non. On peut être représenté par un acheteur uniquement, dans le fond, c'est très simple. Si on fait une vérification d'identité, on peut représenter cet acheteur dans n'importe quelle transaction qu'on va faire à travers la promesse d'achat. Donc, comme je dis, avant de faire la promesse d'achat, on fait la vérification d'identité. Et avec cette vérification d'identité, ça prouve que nous, le courtier, on a fait notre devoir de vérifier que le client avec qui on remplit la promesse d'achat, c'est bien la personne qu'on a devant nous. Donc, on a Mhm. vérifié son identité. Et puis, donc, on est en position de représenter l'acheteur sans nécessairement avoir un contrat de courtage achat avec lui. Mais on recommande un contrat de courtage achat dans tous les cas. Puis, lorsqu'on veut représenter quelqu'un qui veut vendre sa propriété, c'est obligatoire d'avoir un contrat de courtage exclusif, donc un contrat de courtage vente pour représenter justement le vendeur lorsqu'il veut vendre sa propriété. Voilà. Je pense que, ouais, c'est ça exact. Tu vois, paf, dans les commentaires, là, il nous précise pour les acheteurs parce qu'en ce moment, il y a la grosse polémique là, où est-ce que Ouais, la, c'est la ça. loi va changer. J'ai pas dit que c'était obligé. J'ai dit c'est recommandé. Ouais, voilà. Ça va être recommandé ça va être recommandé d'avoir un contrat de courtage achat pour bien représenter à 100% les intérêts de nos clients, mais effectivement, c'est pas nécessaire. Après, où la limite sera des actions déontologiques qu'on peut faire, ça, c'est encore flou. Fait que, 514 ouais. OG, il dit qu'est-ce qu'il en est de la double Ah, représentation, bravo. Ah, la vas-y, mon nouvelle loi. Catlin, creuse ta tombe au complet, mon gars. Ben, peut-être chargé. Ouais, dans le fond, c'est. Écoute,
Un truc qu'on doit savoir, c'est que la personne qui inscrit une propriété euh, a pour devoir de représenter les intérêts de son client qui est le vendeur. Donc, si par exemple, ça tombe que la même personne qui représente le vendeur, ça tombe qu'un de ses clients acheteurs avec qui il a un CCA, par exemple, est intéressé à sa propriété qui est à vendre. Ce que le courtier doit faire, c'est qu'il doit favoriser les intérêts, continuer à favoriser les intérêts de son client vendeur. Donc, il doit rompre son contrat de courtage achat avec son client acheteur et on peut dire le suggérer peut-être d'être représenté par un autre courtier, peut-être de son agence ou quelqu'un qu'il connaît, pour lui permettre de le représenter pour faire une offre sur sa propriété. Je ne sais pas si c'est simple. Je ne sais pas si C'était j'ai très vraiment bien fait. expliqué, Très honnêtement. bien C'est très expliqué. bien expliqué. Puis, tu sais, moi, je me souviens, dans nos cours, on nous disait que le vocabulaire à avoir, c'est je vais vous donner un traitement juste et équitable, monsieur l'acheteur. Malgré que je représente les intérêts de mon vendeur, je vous donnerai un traitement juste et équitable. Fait que, Exactement. ouais. Mais là, on a eu une question aussi dans le chat, 514, il dit on n'a plus le droit à la double représentation. On a encore le droit, mais c'est ça, là, ça commence à se légiférer de plus en plus. Là. C'est ça, Ouais. exactement. Mais, C'est ça, exact. Paf, il dit on représente quand on a un CCA ou on accompagne quand on n'a pas de CCA. exact, c'est ça, C'est la des mots différence. qui, pour l'instant, n'ont Ils sont touchy. pas de définition claire dans notre pratique, si on peut dire. Là. Mhm. Ouais. Est-ce qu'on passe à la prochaine question avant de se Oui, mettre encore plus les pieds c'est dans les ça, plats avec celle-là? Ou... on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais on va en reparler définitivement quand la loi elle sera passée Ouais. et qu'on aura fait quelques Ouais. Je pense semaines. que quand on aura plus de. Parce que Exactement. je pense que tout le monde rend ça plus compliqué que ça ne l'est, là. Donc, bon. Ouais. Mais c'est surtout qu'on attend des réponses de l'OAC, puis c'est encore dans le flou. Donc, c'est dur pour nous de spéculer sur des choses qui ne sont pas encore Ouais. comme légiférées. Possiblement que le 11 juin au matin, on aura plus de nouvelles pour vous, là, parce que cette loi-là va passer le 10. Donc, Exact. à voir, on espère. Mais bref. Mhm. Donc, stay, comment je peux dire? Stay tuned, everyone. Le taux d'intérêt variable ou fixe, c'est quoi la différence? OK. Je suis pas la meilleure en finance, mais Hey, est-ce que vous rendez compte, on va être bientôt capable de dire comme référez-vous à notre live qu'on a fait avec Émilie sur les trucs hypothécaires, Ouais. c'est cool. Alors, Vas-y. je vais pas y aller avec les termes, etc. là, parce qu'on va vraiment expliquer la principale différence. Le taux d'intérêt fixe, c'est que tu vas payer la même chose à tous les mois pendant la durée de ton terme, qui est de 5 ans généralement, ça peut être moins. Donc généralement, un classique, on fait un prêt sur 25 ans avec un terme de 5 ans, fait qu'à tous les 5 ans, tu renégocies ton taux. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, tous les mois, tu vas payer la même chose. C'est aussi simple que ça. Quand tu prends un taux variable, qui généralement est vraiment inférieur au taux fixe, il se peut que selon le taux directeur de la Banque du Canada, tes paiements varient un petit peu à chaque mois. Donc, dans l'histoire, le taux d'intérêt variable a toujours été plus avantageux que le taux fixe, de toute façon. Mais c'est à toi de voir quelle est ta capacité au risque financière, mais que de toute façon, ton courtier hypothécaire ou ton conseiller financier va faire pour toi. Donc, bonjour Julie. Tu es capable. Mais c'est ça la différence avec le taux variable, c'est que tes paiements mensuels peuvent varier un petit peu. Ça ne va pas être des 300 pièces de différence, là. Attention, là, mais tu sais, ça peut être du 15, 20 selon les mois, là. Donc, c'est juste ça. C'est pas à chaque 3. Kathleen, c'est quoi un marché de vendeurs? Notre prochaine question. Simple, mais efficace. Simple mais efficace. Un marché de vendeurs, c'est très, très simple. En ce moment, on est dans un marché de vendeurs. Pourquoi? Parce que c'est un marché de vendeurs, c'est quoi? C'est un marché qui favorise les vendeurs. Puis quand on parle de ça, c'est dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour la même propriété. Donc, il y a plus de gens qui veulent acheter une maison que de maisons qu'il y a à vendre. Exact. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour une maison, il peut y avoir 10 acheteurs, tandis que on va dire, dans un marché normal, il y aurait entre 3 et 4 acheteurs. Donc, c'est ça qui fait en sorte que
Le marché, pourquoi c'est un marché de vendeurs aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. C'est parce que il n'y a pas assez de propriété sur le marché qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'approprient sur la même propriété, qui fait en sorte que le vendeur euh, bénéficie plus d'un marché comme aujourd'hui. Ouais. Offre et la demande, C'est tu sais, l'offre et tout la simplement demande. aussi. L'offre et la Ouais, demande, voilà. ouais, c'est ça. Ouais, Comme dans toutes les Exactement. industries, c'est c'est l'offre et ça. la demande. Voilà. Ben L'offre et la ouais, demande, exact. exact. Plus le produit est rare, plus Mais il est cher. c'est bon que tu aies expliqué plus clairement un peu. Mhm. Et je Ouais. ne Ouais, sais pas depuis combien de finalement. temps on n'a pas été dans un marché d'acheteurs, honnêtement. Je pense qu'on ne fait pas de l'immobilier depuis assez longtemps pour s'en rendre Mhm. compte là, mais Nope. Mais tu ça. sais, forcément, ça va redevenir un marché d'acheteurs éventuellement aussi. Là. Fait que, tu sais, Ouais, ben, Éventuellement. comme je pense qu'on va s'équilibrer avant même que ça nous devienne un oui, marché ben oui, ben oui, d'acheteurs, ben tu sais, oui. comme je pense qu'il Ben va se oui. passer quelques années comme ça avant, là, mais oui. J'ai comme le feeling qu'on est en train de rentrer là-dedans tranquillement, pas vite. Là. Il y a des signes là, qui nous laissent Mhm. croire que ça va redevenir normal. Cool, ok, fait que je prends la prochaine question. Yes. C'est quoi l'immobilier commercial? Ah ben, ça tombe bien. Je dis ça parce que, bon, je viens officiellement d'avoir mon permis commercial. Yes. Donc, l'immobilier commercial, ben écoutez, je vais répondre. En fait, je vais expliquer l'immobilier commercial peut-être en parlant du résidentiel plutôt en premier. Donc, quand on parle d'immobilier résidentiel, on parle de moins de 5 logements dans la même propriété. Donc, on va parler de tout ce qui est unifamilial, condo qui ont une porte, euh, puis plusieurs autres types de propriétés aussi, là, des semi-détachés, chalets, etc. Ça rentre tout là-dedans. Duplex, triplex et quadruplex. Puis dès qu'on passe à un 5 portes pour un plex, on passe dans la branche commerciale. Et puis ensuite, tout ce qui va être en fait à caractère commercial, business, donc ça va rentrer dans le commercial, donc tout ce qui est de la location d'entreprise, tout ce qui est de l'achat de bâtiments avec plus de 50% de commerce. Donc, on pourrait parler, exemple, d'un duplex avec un logement en bas qui serait à destination commerciale, un dépanneur, puis par exemple un appartement en haut. Mais si la superficie du dépanneur prend plus que 50%, à ce moment-là, on serait sur du commercial. Donc, des fois, la ligne est mince, pas mince, mais elle est dure à voir d'un œil extérieur quand on est un acheteur ou un client ou même les vendeurs, des fois, ils ne connaissent même pas la proportion de la partie commerciale de leur immeuble. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines petites recherches à faire avant tout. Mais je pense que si vous demandez à un courtier immobilier, qu'il soit résidentiel ou commercial, il va être en mesure de vous aider pour déterminer de quel type de courtier immobilier vous avez besoin, en fait. C'est la garantie légale, ça sert à quoi? Je l'aime, celle-là. Ben, il y a deux garanties. Tu as la garantie du droit de propriété, puis tu as la garantie de qualité. Donc, la première garantie, qui est la plus importante selon... ben, les deux sont importantes là, mais la garantie du droit de propriété, c'est vraiment... ça veut dire que quand tu vends une propriété à quelqu'un, il faut qu'elle soit exemptée de tout vice, d'irrégularité, que ce soit des empiètements, des limitations de droit public, d'hypothèques, etc. Il faut vraiment que... C'est comme si tu faisais un reset un petit peu, je dirais, de la propriété Ouais, avant de la donner à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que tout soit nickel. Puis de toute façon, un notaire ne fera pas une transaction s'il voit qu'il y a des irrégularités qui n'ont pas été arrangées sur la propriété avant ou dans tes dossiers. Donc ça, c'est la garantie légale du droit de propriété. Ensuite, tu as la garantie de qualité. Fait que ça, c'est vraiment je te dirais, c'est comme c'est tellement général aussi là. Si tu vends une propriété avec une garantie légale, il faut que tu énonces tout ce qui pourrait impacter le prix ou l'utilisation de la propriété à l'acheteur. Que lui mhm, soit vraiment en connaissance de cause de tout ce qui s'est passé sur la propriété depuis le day one où elle a été construite. Donc ça te concerne toi en tant que propriétaire, mais aussi tous les propriétaires qu'il y avait avant. voilà. Si tu décides d'exclure cette garantie-là, l'acheteur accepte ou non dans sa promesse d'achat d'exclure la garantie, mais si tu n'as pas énoncé des vices ou des irrégularités, puis que l'acheteur le découvre et qu'il sait que toi, tu étais au courant, tu vas avoir des problèmes, puis tu peux être Ouais. poursuivi. Et que c'est la garantie Parce que légale, ça sert à ça. j'ai envie de préciser un peu ce que tu dis, Mhm. dans le sens où, quand tu parles de la garantie de qualité, on parle souvent des vices cachés. Hein?
dans ce Oui, temps-là. Tu sais. absolument. C'est souvent des choses qui sont arrivées si vous avez eu des dégâts d'eau, si vous avez eu, tu sais, je sais pas, de la moisissure à des endroits, ou Mhm. si vous avez, tu sais, vous savez que, mettons, quelque chose doit être changé pour améliorer la jouissance des lieux, de la personne, tu sais, que ce soit, je sais pas, des fenêtres qui ont des thermos à changer, un ouvre porte de garage qui marche plus, tu sais, peut-être que l'acheteur, il regarde pas ça là, quand il Absolument. assume qu'il fonctionne, tu sais, mais là, s'il fonctionne pas, mais c'est un risque caché, tu sais, au C'est final. ça. Donc, Par contre, vous avez la liberté de vendre avec garantie légale en excluant certaines choses. Et ah, ça, généralement, c'est bon, c'est un bon point. ce qu'on exclut, c'est, on en avait parlé déjà avec Atlan aussi la semaine passée, ce qu'on exclut généralement, c'est si vous incluez des électros, ben, enlevez la garantie légale sur les électros, au moins vous êtes tranquille et vous savez que si Mhm. l'acheteur il débarque, qu'il prend les clés et que le four il marche plus, bon ben le four il marche plus, ben, tant pis là. Ouais. Mais c'est ça, donc ça généralement c'est des choses qu'on exclut, donc tout ce qui est électroménager ou euh, Les foyers, foyer, souvent, ouais, voilà, des c'est choses ça. comme ça, où vraiment là, ça vaut pas la peine, honnêtement, c'est plus se causer du tort qu'autre chose que de l'inclure, cette garantie pour ce genre de choses, mais c'est ça. Puis aussi, hein, rapidement, je pense un autre détail qui pourrait peut-être être pertinent de savoir, là, quand vous enlevez la garantie légale dans un marché normal, là, en ce moment, c'est la mode là, un peu là, d'enlever la Ouais. garantie légale comme on est dans un marché de vendeurs, comme on expliquait un peu plus tôt. Mais normalement, vous perdez entre 5 à 8 du prix de vente là, quand vous excluez la garantie. Fait que c'est un pensez-y bien. Là, si vous savez que vous avez pris soin de la propriété, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas nécessairement de raison de l'enlever. Là. Dans un marché normal, c'est plus les successions, les gens qui n'ont pas habité la propriété, qui ne connaissent pas les reprises de finances, les personnes âgées Mhm. qui n'ont pas envie d'avoir de poursuites après. T'sais. Donc, ouais, c'est un peu ça. Là. Kathleen, voulais-tu ajouter un petit truc là-dessus? Ou... Non, tout a été dit. Cool, cool. Fait qu'on te lance la prochaine. Ouais. Tu prends j'aime ça, Kathleen, tu vas voir les questions que tu as se ressemblent. C'est quoi la Mhm. surenchère? On y vient. La surenchère. La La surenchère. fameuse. La fameuse surenchère. Ben, c'est très simple. La surenchère, c'est lorsqu'il y a plus qu'une offre d'achat qui est envoyée ou présente. Mais lorsqu'il y a plus qu'une offre d'achat qui est envoyée sur une même propriété. Donc, du moment qu'il y en a deux, ben, il y a de la surenchère. Donc, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 5, 10, 20, 30 pour offre. Du moment qu'il y a deux offres, c'est considéré de la surenchère. Parce que ça va être OK. probablement vendu au-dessus du prix affiché de toute Ouais, façon. exact. Exactement, oui, parce que ça va Ah, être parce affiché que deux offres, aussi. c'est de l'offre multiple. Deux offres C'est au-dessus ça. du prix, c'est de la surenchère. Au-dessus du prix, oui, excusez-moi. C'est ça. Donc, c'est ça. Du moment que ça va être des offres qui vont être au-dessus du prix demandé, ça va être considéré comme de la surenchère. Ouais, parce qu'il y a fort à parier que si quelqu'un fait une offre, s'il y a juste une offre sur la table, pourquoi mettre plus que le prix demandé, tu sais? Mais s'il y en a C'est deux, ça. on rentre en compétition, On effectivement s'entend que que. Ouais. ouais, ça risque d'aller un petit peu plus haut. Comment arrives-tu à gérer le stress de tes clients? Oh mon Dieu, mais ça, moi, je le dis toujours, là, l'immobilier, c'est une business de gens avant d'être une business d'immeubles, là, je trouve. Là, fait que c'est sûr qu'on porte plusieurs chapeaux dans l'immobilier. On est des psychologues à temps partiel un peu, là, surtout dans le marché actuel. Là, mon Ouais. Dieu, là, Mhm. c'est sûrement que vous avez vécu des beaux trucs. Là, en fait, surtout avec les acheteurs, là, parce qu'il y a beaucoup de. Il faut être très résilient en ce moment là, face aux promesses d'achat refusées, à la difficulté du marché, à la surenchère à devoir mettre pour être la propriété choisie. Là. Fait que, Mhm. mon Dieu, c'est quoi les trucs que j'ai? Avez-vous des trucs pour vous pour quand vous gérez Ouais. vos clients? Sophie, tu dis oui, vas-y, je vais Ben, passer moi, au mien déjà, la pendant que tu. première rencontre, surtout quand c'est des ben, vendeurs ou acheteurs, là, mais première Ouais. rencontre, là, ce que je dis, puis c'est mon coach à l'agence qui m'a fait penser à ça, là. Cool. Maintenant, je dis comme que tu me connaisses ou que tu me connaisses pas, là, que tu sois mon ami, une référence ou quelqu'un de mes réseaux, ma publicité, n'importe quoi, là, la première chose que je dis, c'est comme, attends-toi à ne pas m'aimer pendant la transaction. Parce que je C'est suis bon pas ça. là pour être ton ami pendant la transaction, je suis là pour être ton ami après la transaction parce que Ouais. on aura fait de la good job ensemble. Fait que si tu as le moindre stress, etc., je vais être là pour te rassurer, bien sûr. Mais il faut aussi un peu jouer la game de la main de fer dans un gant de velours, là, je pense que c'est ça qu'on dit. Ouais, Mais c'est bon ça. comme, sans prendre le dessus, du comme, je sais ce que je fais, écoute-moi, puis that's it. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne, mais faut communiquer, faut dire les choses telles qu'elles sont. Puis si ton client est sur la mauvaise voie, selon toi, ben, dis-lui qu'il est sur la mauvaise voie, mais apporte-lui aussi des choses pour prouver qu'il est sur la mauvaise voie. Peut-être que toi Ouais, aussi, c'est tu vas ça. faire des erreurs parce qu'il t'aura dit telle ou telle chose que
t'aurais pas pensé, ça arrive, là, on n'est pas des magiciens, là. Mais voilà, juste de prévenir tes clients que tu seras pas toujours leur copain, puis c'est pas contre eux directement, c'est juste que tu veux faire en sorte qu'ils aient la Ouais. meilleure transaction possible, donc il Ouais, je faut vois ce que tu veux accepter dire, c'est aussi des de... fois. Puis il y a beaucoup d'ego aussi là-dedans, tu sais, Ouais, tellement. Mais dans le fond, c'est de prendre des décisions difficiles qui vont à l'encontre de ce que ton client pense peut-être ou a envie de faire, mais au final, c'est dans son meilleur intérêt, tu sais. Ouais, bien sûr. Puis le Mhm. stress des clients, c'est une chose, mais nous aussi, on est là derrière. Nous aussi, on est là, on est des humains, là. C'est Puis, qui gère notre stress à nous? non, mais tu sais, il y a une fille que j'ai rencontrée à l'agence, puis elle me Ouais. disait quand je buvais pas d'alcool, puis je me suis mise à boire depuis que je suis courtier immobilier. J'étais comme, OK, Oh c'est un mon problème, Dieu. là, tu sais. Quelle erreur. Quelle Parce que erreur. c'est pas le but, c'est le fun. Ça On m'est fait pas tellement un arrivé, moi. cool job. Puis on n'est pas là tu sais, on est déjà assez stressé parce que le marché est stressé, puis parce que tout le monde pense que, mon Dieu, que la surenchère, Mm. c'est la faute des courtiers, etc. Fait que si en plus tes clients, ils t'en mettent, c'est comme, je me défends un petit peu là, mais donc c'est ça. Je suis là pour toi, je vais t'aider au maximum, puis on va faire une belle équipe, ça va être le fun, mais quand je te dis non, je suis pas d'accord, ou quand je te dis non, c'est pas une bonne idée, il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'acceptes. Ouais, C'est aussi ouais, simple. vraiment. Ouais. Moi, je me prends pas beaucoup Kathleen, la un tête. truc pour gérer le Ben, stress de tes... ben déjà, tu sais, il faut savoir tout d'abord, tu sais, quand on parle de stress, d'où vient le stress? Ben, le stress, c'est un sentiment qui peut venir de la peur, puis qui peut venir aussi d'un sentiment aussi que comme lorsque les gens sont dans une situation que le outcome est hors de leur contrôle, donc ça crée un Mhm. stress. Donc c'est Ouais, pour ça que vraiment. nous, d'abord, je pense qu'on doit arriver avec, on doit être confiant, on doit leur démontrer qu'on doit avoir cette confiance pour leur démontrer que comme, euh, justement, leur démontrer que tout est correct, comme je suis là, je sais qu'est-ce que je fais, t'as pas à t'inquiéter, genre. Donc déjà, Ouais. on doit arriver, montrer au client qu'on est confiant. Puis je veux dire, des fois aussi, il y a beaucoup de gens qui peuvent stresser à travers des petits détails. Donc ça peut être des petits détails comme, ah, est-ce que tu m'as envoyé la DV? Est-ce que puis tu l'as pas envoyé? Puis tout, tu dis que tu l'envoies dans 15 minutes, mais tu l'as envoyé genre un jour après. Donc des fois, c'est peut-être faire des petits détails, peut-être que nous, de notre part, lorsqu'on dit quelque chose, ben, qu'on Salut, le Étienne. fait. Mais qu'on le fait, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des petits détails comme le fait d'envoyer la DV en retard, ben, ça va leur faire un certain stress. Ça va être Tandis que, important pour eux, ouais. exactement, tandis que pour eux, c'est super important, surtout pour ceux que, par exemple, que c'est leur première nouvelle propriété, qu'ils attendent un Mhm. enfant ou quoi que ce soit, des nouveaux mariés ou quoi que ce soit. Donc, eux, Ouais. ils vont vraiment prendre. Donc, nous, c'est important qu'on soit non seulement confiant, qu'on ait justement une stratégie pour eux pour les rassurer. Donc, plus on les rassure, moins ils seront stressés. Donc, Oui, ça, absolument. c'est C'est un bon donc, point que parce tu amènes, Kathleen, ouais. ils auront moins peur. Puis lorsqu'ils auront moins peur, ben, justement, ils vont être moins stressés, puis ils vont avoir plus confiance en nous, puis ça va mieux aller. Ouais, parce que Mhm. je trouve que nous, on participe juste à l'aspect immobilier, mais c'est vrai que les gens, ils ont plein d'autres problèmes à gérer dans leur Oui, vie, là, tu sais. absolument. Ce matin, là, j'ai un de mes clients vendeurs, il me parlait du certificat de localisation qui allait peut-être pas arriver à temps, puis on allait être obligé de prendre une assurance titre. Tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, OK, mais à la limite, là, l'assurance titre la plus chère est peut-être 500 $, tu sais, puis il fait un bon profit, mon client. Mais il me dit comme Alex, j'ai plein de choses à gérer en ce moment. Là. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Puis je suis comme, hey, tu sais quoi? Je m'en occupe, tu sais. Faites-en pas. Comme. Mais oui, c'est Fait notre que, sport. tu sais, quelque chose de petit peut effectivement stresser les gens. Fait que, ouais, vraiment, Ouais. je suis Puis, 100% d'accord. Puis j'ai trouvé mon truc que moi, je dis à surtout mes acheteurs, j'essaie de leur demander de se détacher émotionnellement un petit peu de la transaction. mhm. Moi, c'est ce que je leur dis, tu sais. Ouais, ouais. Puis je te dirais aussi, si je devais. C'est vrai que tu as raison, Kathleen, là, comme les gens sont stressés aussi, ils ont leur vie, puis comme tu le confirmes, Alex, puis Mm. faut s'adapter aussi selon les personnes, parce qu'il y en a qui vont absorber le stress et le risque mieux que d'autres aussi. Fait que, tu sais, comme nous, en tant que courtier, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu caméléon là-dedans, puis que Ouais. moi, j'ai des relations tellement différentes avec tel et tel client, c'est Ben incroyable. Il y en a oui. où vraiment ça prend beaucoup d'explications, puis comme il faut que je réponde rapidement, etc. Parce que sinon, ils stressent, puis c'est correct. Puis il y en a d'autres où ils s'en foutent complètement, pas de stress là, parce que Ils me font ils ont confiance à déjà 100%. l'habitude, où ils Puis, ont confiance, etc. Puis ouais. aussi, faut être honnête, je pense, avec nos clients. Des fois, quand les situations vont mal, ça arrive qu'il y ait des problèmes. Faut être honnête. Ok, là, il y a un problème en ce moment, mais je vais le gérer. Et puis, il faut pas que ça soit marqué sur ton front, mon Dieu, je suis pas en contrôle. Parce que
tu balayes tout le temps en contrôle, mais il faut aussi être honnête avec ton client, hein. Des fois, tu as des situations à laquelle tu n'as jamais été confronté, Salut tu ne sais pas ce qu'il Hermine. faut faire, mais tu rassures, tu es comme, j'ai mon agence, j'ai du support, il n'y a pas de problème, comme la réponse à ta question, on va la voir, puis le problème, il va être réglé, tu sais. Mais Exact. juste, je pense que c'est comme ça que moi, je gère le stress de mes clients, c'est que je suis 100% honnête, puis tout est chill à la fin, là, comme on va se rendre au Mhm. résultat, ça va bien aller là, puis Exact. si une situation n'a pas donné pour X ou Y raison, ben, c'est que la ville voulait comme ça, puis c'est correct, on va aller sur autre chose, puis on va juste continuer. Voilà. Ouais, exact. Exact. Quel est le taux d'inflation présentement et quel est son effet sur le marché immobilier? Fait que le taux d'inflation est quand même élevé en ce moment. Là. On est quasiment à du 7%, là, on Ouais, est à je vais dire 6, 6,7. ouais, quelque chose Comme comme ça. ça. Puis ça fait longtemps là, qu'on n'a pas 6,7. atteint. Ouais. Ouais, 6,7. ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint un taux d'inflation comme ça. Ouais. Écoute, je pense que c'était début des années 90. Je ne veux pas dire n'importe Mhm. quoi, mais bon, puis quel est son effet sur le marché immobilier? Mais ça, c'est une superbe question. Euh, Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? On dirait que j'ai comme décidé que je prenais le lead, mais excusez, Non, non, c'était vas-y, honnêtement, je peut-être bois, pas. je bois tes Ben, paroles. ben, parce que, ben, Sophie. ben, Moi, je parce sais que juste Kathleen, que vas-y. l'épicerie, elle coûte super cher. Ah ouais, mais c'est c'est c'est- incroyable, c'est c'est incroyable. Mais exactement qu'il ça y a que une j'allais raison pour apporter. laquelle aussi il y a de l'inflation, là, mais en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Vas-y, Kathleen, Mais, qu'est-ce que tu mais, allais dire? mais c'est ça, c'est dans le fond, avec l'inflation, ça fait en sorte que, oui, les gens, comme, OK, ils se donnent un budget, par exemple. Tu sais, Ouais. l'inflation, je pense pas que ça va affecter nécessairement les pré-approbations ou les gens ou quoi que ce soit. Mais dans leur tête, mettons la personne qui se dit, OK, moi, dans ma tête, je peux faire un 2 000 $ de loyer par mois. Ben là, avec l'inflation, ben ça va pas nécessairement affecter combien ton loyer va coûter, mais ça va plus affecter les autres choses. Donc, par exemple, ton épicerie puis tout le kit. Donc, au lieu d'avoir 2 000 $ de loyer dans ta tête, que tu vas te dire, ben, finalement, tu vas t'ajuster, peut-être que tu vas descendre à 1 500 parce que le reste du 500, ça va aller compenser d'autres aspects de ta vie, comme par exemple l'épicerie ou je sais pas, Mhm. les autos ou quoi que ce soit. Parce que le marché des autos usagées, ça a monté. Donc, tout a monté. Donc Ouais. ça va peut-être, comme je dis, ça va pas affecter nécessairement sur combien les gens vont être nécessairement préqualifiés, mais ça va affecter sur combien les gens vont calculer dans leur tête lorsqu'ils vont faire leur budget. OK, mais combien je suis prêt à mettre pour habiter dans un condo ou dans un appartement ou quoi que ce soit pour les gens Mhm. qui veulent décider d'aller, par exemple, aller dans un condo ou dans un appartement ou dans une maison, là. Clairement, parce que c'est pas tant le montant qui va changer, mettons, parce qu'on parle de préapprobation, mais c'est pas tant le montant qui va changer plus que Mm. le taux d'intérêt, tu sais. C'est Donc, pour le ça. même montant, vous allez peut-être payer comme, je sais pas, on dit des chiffres ronds, là, juste pour dire, là, une préapprobation à genre 4% sur du 400 000, ça va peut-être être un genre de 1500 tu sais, mensuellement, mais là, si le taux d'intérêt augmente, la Banque du Canada, elle augmente son taux d'intérêt global. L'inflation fait son travail aussi. Ben, tu sais, les institutions financières vont suivre, eux autres aussi, ils veulent s'en mettre plus Mhm. d'impoches parce que tantôt, là, hier, là, c'était le taux d'intérêt est super bas, tout ça. Fait que là, ils doivent rattraper un peu aussi. Fait que c'est sûr que vous allez être qualifié probablement pour le même montant, mais vous allez être endetté un peu plus, vous allez payer plus cher pour X ou Y truc, puis le taux d'intérêt qu'on va vous Ouais. proposer par les banques va être plus élevé, donc ouais, Puis ça là, va être dans plus votre difficile. Vous allez peut-être payer un 2500 au lieu d'un 2000 pour le même montant. Tu sais. puis là, c'est à vous en tant qu'acheteur de réfléchir à comme est-ce que je préfère mettre plus de budget dans ma maison, puis comme avoir ma C'est maison, mais ça. il faut que je sois conscient que je vais comme me restreindre aussi sur d'autres activités, ou dans ces cas-là, Mhm. je vais aller chercher une propriété qui est moins chère, puis parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi. Après, là, il faut quand même réfléchir à une stratégie de comme c'est bien de se faire plaisir dans la vie, mais qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment? Avoir une propriété ou se faire plaisir dans la vie? C'est comme, faut y penser. Je pense Exact. à ça parce que j'ai une de mes amies qui a une pré-approbation vraiment bonne, là, honnêtement. J'étais comme, oh mon Dieu, tu vas pouvoir t'acheter un château à Brossard, là, comme c'est génial. Puis elle est comme, non, non, je veux un 3,5 à Montréal, comme, parce que Ah ouais, elle veut vivre, je hein, veux c'est ça. vraiment pas, parce que comme j'aime tellement ma vie à Montréal, puis je veux tellement Mhm. continuer à profiter que je m'en crisse d'avoir une grosse maison. Je veux mon petit condo qui va quand même prendre sa valeur, mais je vais pouvoir garder mes habitudes de vie. Donc, tu sais, comme, faut être très conscient de ce qui va se passer quand tu vas acheter aussi par rapport à ça, là. C'est tout. Ouais, définitivement. Est-ce qu'on termine avec la dernière question? Ouais, après, je pense qu'on va. Allez, écoutez, répondez ceux qui ont envie de répondre. J'aimerais investir en immobilier. J'ai un budget modeste. Quel genre d'immeuble me conseilles-tu en fonction du marché actuel?
Ça dépend où t'es. Ça dépend où t'es. Ça dépend Ça quel est ton dépend, budget. modeste. Ouais, modeste, ça veut dire quoi? Modeste, Ben, tu pour sais, j'ai moi, l'impression que c'est un premier acheteur là, qui nous a posé cette question-là, clairement. Ouais, ouais. Donc, ben, ouais, tu sais, c'est quoi les options de quelqu'un moi, qui je veut peux rentrer prendre dans mon... l'investissement? Hmm. Est-ce que vous voulez que je prenne mon exemple personnel tout de suite? Ouais, je pense, Ça s'est Sophie, tu fait? en as eu des acheteurs un peu dans ce type-là Ouais, dernièrement. ben moi Ouais, vas-y. honnêtement, mes acheteurs, c'est Montréal, île de Montréal, ils veulent tous des condos, mais ils comprennent bien que à 400 000, deux chambres dans le centre-ville, ça n'existe pas. Fait que t'es comme moi, les nouveaux acheteurs que j'ai en ce moment, qui ont quand même un budget correct pour un bon 3,5, etc., mais pas dans le centre de Montréal, ben, tu sais, comme je les pousserais plus à aller dans des secteurs qui sont en développement autour du centre où tu vas aller récupérer une plus-value qui va être assez rapide sur ton condo, donc généralement en construction neuve, Ouais, où là, comme tu sais d'avance que au moment de la livraison, tu auras récupéré probablement un 40-50 000 sur ton condo, puis là, tu pourras ensuite refinancer, puis comme acheter quelque chose de plus grand. Mais je te dirais que quel genre d'immeuble me conseilles-tu en fonction du marché actuel? Ben, c'est juste un immeuble où ne sois pas trop gourmand, puis sache que si c'est ton premier investissement, ça ne sera possiblement pas le dernier, et que des fois, il Mhm. faut aller voir un petit peu plus petit, un petit peu moins dans le secteur que tu aurais privilégié, etc. Parce que à vouloir trop se concentrer sur un secteur que tu veux absolument, ou de toute façon ton budget ne te permet pas d'acheter quelque chose, tu vas Ouais, perdre l'occasion d'aller investir autour, où là ça va augmenter aussi, puis comme tu vas te finir que tu vas te retrouver complètement à l'est de l'île au bord de l'eau. C'est super d'être au bord de l'eau, mais comme il n'y a pas grand chose là. Fait que, ouais. moi, ça serait plus mon avis pour mes nouveaux clients en tout cas en ce moment. Dans le fond, moi, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est faites des concessions, finalement, tu sais. Ouais, à moins que tu aies un super. Bah, c'est ça, là, on parle de budget modeste. Mais tu sais, si tu me dis aujourd'hui, bah, je suis premier acheteur, j'ai 800 000, j'ai besoin d'un 4,5, bah, regarde, on va t'en trouver plein, Ouais, là, tu sais, c'est y a pas pas de modeste, problème. là, tu sais. Ouais, ouais. Par contre, c'est comme, je pense que la majorité des profils d'acheteurs, surtout pour des personnes qui sont célibataires aujourd'hui, honnêtement, moi, mes clients, ils dépassent très difficilement les 350 000. Tu sais, comme, Non, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, tu sais, c'est le premier qui est difficile. Après, tu as le levier financier qui vient t'aider. Tu sais, les c'est banques te font ça. confiance. Tu es un bon payeur pendant X nombre d'années. Tu sais, puis ta situation a changé aussi. Ton Mhm. immeuble n'a pas possiblement pris de la valeur. Bonjour, Sonia. En Ouais. tout cas, Kathleen, as-tu un petit truc pour les gens qui aimeraient investir en immobilier avec un budget modeste? Ben, oui, ça vient de me passer à la tête. C'est par exemple, tu sais, il y en a beaucoup de gens qui veulent partir et investir en immobilier puis tout, puis il y en a, ça arrive qu'ils habitent chez leurs parents. Donc, peut-être regarder justement avec les parents, tu sais, les options, il y a des possibilités de refinancement. Puis quand on parle de refinancement, ben, ça vous donne un certain capital que peut-être que vous n'avez pas ou que vous pouvez rajouter à ce que vous avez, qui va vous permettre d'avoir une plus grosse mise de fonds et peut-être aussi aller acquérir, par exemple, un duplex ou peut-être même un triplex. Donc, ça Hmm. peut être des trucs qui sont très, très, très intéressants, des options de refinancement, tout dépendant, comme je dis, si vous habitez avec vos parents ou avec quelqu'un, puis tout, peut-être ça serait une option aussi à regarder. Je veux dire, maintenant, on parle beaucoup de surenchère, puis tout, mais je trouve qu'on parle pas beaucoup aussi de refinancement parce que là, il y a beaucoup de monde qui veulent vendre. Ben oui, ils veulent vendre, mais les refinancements sont également très bénéfiques, puis ça vous offre un capital, puis avec ce capital, ça vous permet d'aller avoir des portes de plus. Donc, Mhm. Puis en Un peu de lien, love money, tu sais. ouais, Puis honnêtement, bonsoir Sonia. Puis honnêtement, tu sais, ce que tu dis, c'est pas nouveau, là, mais dans le sens où, effectivement, tu as absolument raison, les gens oublient un peu cette porte-là, mais c'est quoi? C'est il y a peut-être 5 à 6 mois, là, je me rappelle plus quel journal, mais ils ont fait un article super intéressant avec des données de savoir combien, c'est un pourcentage, là, mais exemple, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais mettons 30% des premiers acheteurs se font aider par leurs parents pour acheter, tu sais. Fait que d'être conscient de ça, là, que on est rendu là, tu sais. mhm. mm. Mm. Puis en lien avec les parents, là, moi, j'ai une de mes clientes qui s'est fait augmenter sa préapprobation de 80 000, ouais, 80 000, Ah parce ouais, quand qu'elle a même. trouvé des garants. Ah Juste le ouais, fait d'avoir wow, des juste parce que, garants, ouais, il y ouais, avait c'est quelqu'un quelqu'un de un solide. co-signataire, là, C'est un ça, peu, un là, tu sais. co-signataire, donc quelqu'un de solide qui Ouais. va dire si l'acheteuse n'est plus en mesure de payer ses montants hypothécaires pour X ou Y raison, moi Mhm. je vais être capable d'aller les payer pour elle. Donc, il faut Ouais. avoir les garants, là. Tu sais, mais ça peut être une option aussi. Puis là, on parlait Fait que des c'est ça, parents, mais les sans, parents, sans que ça les pourrait être des très parents bons s'impliquent garants. financièrement.
tes parents qui sont safe financièrement, qui ont déjà payé leur maison, puis qui n'ont pas de dette, etc. Ça, c'est super bon, là. Ça peut Exact. vraiment t'aider pour ton achat, là. Ouais, vraiment. Honnêtement, c'est des bons trucs là, qu'on donne, tu sais. J'étais la Fait que je première pense que choquée, une augmentation de 80 000 pièces. J'étais comme, OK, là, genre, ça change vraiment la donne pour la Ben recherche, ouais. là. Ouais. ouais, puis à la limite, faites aussi un deal avec vos parents, tu sais. Je veux dire, il y a un programme gouvernemental que je trouve fantastique, mais en ce moment, canadien, tu sais, puis j'ai envie de dire aux gens comme crime, faites ça avec des gens que vous connaissez, là. Tu sais, le gouvernement va te prêter un certain montant d'argent pour que tu puisses acheter, là. Bon, je connais pas tous les rouages de ça, là, mais la conclusion, c'est ce que je me souviens bien, là, c'est qu'au final, quand tu vas revendre ta propriété, mais le gouvernement va te demander le gain ou la perte aussi. Ils vont participer au gain et à la perte Ouais. de la valeur de la propriété, mais on s'entend, vous puis moi, ça fait 10 ans que Centris recueille des données, il n'y a pas eu de perte globale là, dans l'immobilier. Fait qu'ils ne sont pas contre le gouvernement canadien aussi, ils le savent. Fait qu'ils vous prêtent de l'argent. Puis si, exemple, je dis n'importe quoi, ils vous prêtent 2 de la valeur de la propriété, bien, quand vous allez la revendre tantôt, dans 10 ans, vous allez leur redonner 2 du profit que vous allez avoir fait. Mais pourquoi vous n'appliquez pas ça avec des gens que vous connaissez, qui ont envie de vous aider? Faites faire de l'argent à vos parents, à vos amis, Ben ou oui. au lieu d'avoir le gouvernement canadien. C'est le fun de se mettre des. Non, c'est vrai, c'est bien d'avoir parlé de ça, toi De et moi. s'allier et puis que ce soit win-win pour tout le Mhm. monde. Tout à fait. Bref. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est les bons trucs qu'on vient de donner à cette personne-là, quand Ouais, même. pas mal, mais Ouais. comme c'est sûr que je pense que ça vaudrait la peine de refaire un petit live de questions comme ça parce qu'on n'a pas pu toutes les faire. Puis peut-être Ouais. des fois en prendre plus de 3, 4, puis comme développer un petit peu plus. Là, Ouais, on on pourrait essayer pourrait. de faire ça, mais je pense que déjà pour aujourd'hui, on a répondu quand même à pas mal de choses. Ouais. J'espère que tout le monde est Cool. Fait content. que, les amis, on se dit à la semaine prochaine. Yes.